Bonjour Janie. Salut Marc-Claude. Merci d'être avec nous. Comme chaque invité, je suis toujours super enthousiaste du sujet qu'on va parler. Aujourd'hui, on va parler de porter des enfants, des bébés, le portage. Mais j'ai découvert le sujet, en fait, par une autre branche quand je lisais des livres sur le mouvement ancestral, comment on bougeait comme humain durant notre évolution, comme chasseurs-cueilleurs principalement. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui manque dans nos vies modernes, ce n'est pas du CrossFit. On n'est pas en manque de CrossFit, ça n'existait pas avant. Ce qu'on manque, c'est des mouvements de base fondamentaux, comme des trucs pas glamour, comme marcher, puis transporter ce que j'appelle des affaires, fait du bois, de l'eau et des enfants. En faisant des recherches, je voyais toutes sortes de personnes partout dans le monde transporter des choses, mais de plus en plus aussi d'enfants, que ce soit des personnes âgées qui transportaient des enfants ou des parents, des enfants qui transportaient leurs frères et sœurs. Puis là, quand je suis tombée enceinte, c'est revenu dans mes pensées parce que je me disais, oh wow, OK, mon corps en ce moment enceinte devient plus fort à porter une charge. Puis quand le bébé va arriver, bien, il va devenir mon partenaire. C'est comme une charge évolutive. Puis j'imagine que c'est ce qui contribue à rendre le corps plus fort. Fait que je me suis dit, wow, c'est fascinant. J'ai googlé portage d'enfants. Je suis tombée sur le site de l'Institut national du portage des enfants. J'avais ton nom sur ma liste d'invités. Puis finalement, c'est en lisant un article du magazine Intégré sur ton accouchement intuitif autonome. Il y a une terminologie autour de ça que je ne connais pas encore, mais puis là, j'ai vu ton nom puis j'ai fait, il faut que je parle à cette personne. Je pense que c'est le signe, on dirait que les choses se recoupaient. Fait que j'étais avec moi aujourd'hui et ce qui m'a intriguée, en fait, en lisant ton profil, c'est que tu t'es décrit comme une rebelle. Et j'ai vraiment aimé ça, une rebelle autodidacte. Fait que je ne sais pas si tu peux nous expliquer pour toi, qu'est-ce que ça représente, ce terme-là, puis comment ça se manifeste dans tes projets. Ben pour moi, rebelle, c'est quelqu'un qui va parfois ou souvent à l'encontre des règles, puis de ce qui est établi comme la norme. Puis moi, j'explore beaucoup de faire les choses autrement. J'ai besoin d'être convaincue que la règle, elle est vraiment utile, de savoir pourquoi elle est là, d'où elle vient. Et je remets beaucoup les choses en question. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que des fois, je dérange parce que je remets les choses en question. C'est comme ça que je trouve que je suis rebelle. Puis si je l'ai mis dans ma description, c'est parce que je crois vraiment que cette caractéristique-là m'a amenée à faire les choses autrement, à découvrir d'autres voies qui sont peu empruntées parce que je ne me satisfais pas de faire comme tout le monde. Mm-hmm. C'est drôle parce que je ne sais pas si tu te le fais dire, mais ton énergie en photo, parce que moi, je te voyais sur le net dans tes activités, tu as une énergie aussi douce, tu sais, ton sourire est doux, mais on dirait que je réalisais que tu es comme une force tranquille, en fait, parce que tu as tellement de projets, il y a quelque chose, il y a un foisonnement autour de ce que tu fais. Fait que je trouvais ça beau, le contraste. Je vais faire dire ça, merci. Je trouvais ça beau, le contraste, tu sais, comme de douceur puis de persévérance dans ça. Puis parce que beaucoup de tes projets tournent autour de l'enfance puis de la parentalité. Je ne sais pas c'est quoi le terme. Oui, la périnatalité, moi, que je vais dire, là, tout ce qui est... non, ça va jusqu'à la parentalité parce que mes projets aussi ont inclus l'éducation différente des enfants, donc l'éducation à domicile de mes enfants. J'ai exploré le faire autrement jusque-là. Fait que de la grossesse jusqu'à... Oui, c'est ça. Pas que cet enfant-là est dans le monde, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis même dans, genre, on pourrait dire de la préconception jusqu'à l'âge adulte, parce que maintenant, mon plus vieux a 19 ans. Puis, oh my... OK, dans ma tête, tu avais encore des jeunes enfants. Ma plus jeune, elle a 6 ans. OK, c'est bon. Un de tes sujets de prédilection, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le portage. Fait, qu'est-ce qui a fait que ce domaine-là spécifiquement est devenu un peu au cœur de ta vie? C'est un concours de circonstances. C'est la vie qui a placé ça comme ça. En fait,
moi, comme j'ai nommé, j'ai un garçon qui a 19 ans, donc je l'ai eu en 2002. Puis en 2002, au Québec, le portage, c'était vraiment très, 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 très petit, très marginal. Il y a la compagnie Maman Kangourou qui a commencé dans cette année-là, mais c'était un petit début quelque part en Outaouais. C'était très loin de moi qui était à Québec. Moi, j'avais pas du tout d'inspiration québécoise en termes de portage, mais j'avais eu la chance d'aller en Amérique du Sud 2 fois dans mon enfance avec mon père. Et je n'ai pas du tout remarqué que les femmes portaient pendant que j'étais là-bas. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Mais c'est après coup, une fois que j'ai comme réalisé, hey, qu'est-ce qui a fait que moi, qui n'avais aucune aide, aucun exemple, comment ça se fait que j'ai persévéré autant que ça à vouloir porter mon enfant? Parce que ça m'a pris au moins 6 mois, là, essai-erreur, ça ne marche pas, mais je continue, j'essaie encore. Pourquoi moi, je ne me décourage pas alors qu'il y a tant de parents qui ont maintenant beaucoup plus d'aide et qui se découragent rapidement? Tu sais, fait que je cherchais comme qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, puis là, j'ai réalisé, mais hey, depuis le début, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence qu'un bébé, ça se porte. Pourquoi ça? Bien, parce que je l'ai vu, parce que dans toutes les cartes postales de mon père qui étaient guide de voyage, dans tous les magazines géo qui traînaient dans le salon, dans tout ce que j'ai été inspirée dans mon enfance, ça faisait partie. J'ai vu les femmes de partout dans le monde qui portaient leur bébé et j'ai vu en vrai, quand j'étais en Amérique du Sud, les femmes en Équateur porter leur bébé. Je ne m'en ai pas rendu compte, c'est rentré dans mon inconscient puis c'était là. Fait que moi, quand j'ai eu mon bébé, c'était une évidence, j'allais le porter. Puis, je ne savais pas comment, mais j'ai cherché, je me suis débrouillée, j'ai appris. Puis, à un moment donné, je me promenais en autobus, j'allais partout avec mon bébé, avec lui dans mon dos. Puis là, les gens faisaient « Wow, c'est quoi ça? Peux-tu nous montrer? Hein, j'aimerais ça pouvoir faire ça, tu as l'air libre, ça a l'air facile pour toi de sortir. Tu n'as pas besoin de plier une poussette pour mettre ça dans l'autobus. Tu as juste un sac à dos pour ton bébé, puis c'est comme wow. » Mais là, j'étais obligée de leur répondre ouais, mais OK, oui, je veux bien, mais l'écharpe, ça va te prendre au moins 1 mois et demi la recevoir parce qu'il faut la commander en Allemagne. Il faut que tu envoies de l'argent par Western Union parce que PayPal n'existe pas. Il n'y a pas d'instructions. Les instructions arrivent en allemand. Fait que watch out. Je ne sais pas si ton allemand est aussi bon que le mien, mais tu vas juste être obligé de te fier au dessin, puis c'est pas facile. Fait que là, tu sais, j'étais obligée de les décourager finalement. Je leur disais comme qu'est-ce que moi j'avais fait pour être capable de me rendre là. Puis là, je voyais dans leurs yeux, tu sais, qu'ils ne le feraient pas, là. Puis moi, j'étais comme, mais j'ai tellement de bonheur, ça change tellement ma vie de maman. Je voudrais que ça soit facile pour toi aussi. Là. Je ne peux pas croire que je te donne cette réponse-là, tu sais. Fait que là, j'ai cherché comment faire. Puis je me suis mis à me trouver du tissu tissé à la main au Guatemala que j'importais, que je découpais, je faisais les écharpes, puis je les vendais avec mon cours inclus parce que je savais que sans le cours, tu vas pas loin, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, le portage. Puis ça m'a jamais lâché après ça. Je veux dire, j'ai essayé d'arrêter de donner des ateliers de portage, puis là, les téléphones arrivaient comme « Ah, mais j'aimerais ça que tu me formes comme monitrice de portage. »« Ah ouais, tu as trouvé mon numéro de téléphone comment? »« Ah, mais ton site Internet. »« Oh, j'ai encore un site Internet en ligne. »« Ah, ben, j'avais oublié. » Tu vois, genre là que la vie me montrait que je ne pouvais pas juste oublier ça. Il y avait un besoin au Québec. Il n'y en avait pas de monitrice de portage. Les gens cherchaient comment faire pour pouvoir enseigner aux parents ça. Les parents cherchaient des personnes ressources. Fait que c'est ça. C'est pour répondre à la demande de la communauté que je me suis mis à mettre sur pied une école qui s'appelle Porter la vie. Puis éventuellement, avec le réseau des monitrices de portage qui ont été formées par cette école-là, de créer l'Institut national du portage des enfants. C'est ça, je me demandais si tu peux présenter la distinction entre les deux organismes. Il y en a un que tu as fondé et l'autre cofondé. Donc, Exactement. Mais l'organisme Porter la vie, sa mission, c'était de transmettre l'art du portage des enfants. C'est vraiment une école. Au départ, je formais les parents, puis je donne encore des ateliers directement aux parents. Mais c'est devenu après, c'est ça, l'école pour former les monitrices de portage. Et maintenant, on a aussi les conseillères en peau à peau et en portage. Donc, les monitrices ont aussi la formation en peau à peau. Ils ont un plus gros bagage que celles qui font juste la formation conseillère, qui est plus pour le début, on va dire, là, de base.
Puis, l'Institut national du portage des enfants, c'est un organisme qui a la mission de rendre le portage accessible au plus grand nombre. Donc, ce n'était pas que moi qui pouvais porter cette mission-là sur mes épaules. Je l'ai cofondée avec d'autres monitrices. Donc, c'est vraiment de faire la promotion des pratiques de proximité que sont le portage et le pot à pot. De faire vraiment que les parents les connaissent plus, que ça devient accessible, que ce n'est pas compliqué, que tu n'as pas besoin de faire plein de recherches, puis de te perdre sur YouTube, puis de dire qui a la vérité, quel porte-bébé il faut que j'achète. On veut qu'il y ait plus d'éducation. Puis que aussi les professionnels de la santé s'en servent davantage, aient plus le recours à ces pratiques-là en prévention puis en intervention, reconnaissent le potentiel d'outils de santé publique que ces pratiques-là sont. C'est ça qu'on veut faire avec l'Institut national de portage. Les deux organismes sont en collaboration parce que c'est les personnes qui font la formation de Porter la vie qui peuvent être listées comme ressources accréditées sur le site de l'INPE. Et puis, l'INPE va aussi avoir la mission d'aller chercher des subventions pour offrir les porte-bébés puis l'éducation de manière gratuite aux familles qui sont dans des situations de vulnérabilité. Voilà. C'est génial. Fait, parlant des bienfaits du portage, en fait, parce que c'est vrai que même moi, initialement, j'y pensais d'un point de vue mécanique, de dire, ça doit être bon pour le parent, initialement, de dire, ça doit être bon pour le corps de rester mobile de cette façon-là. Puis là, je disais un peu que c'est bon aussi pour l'enfant, sa compréhension spatiale. Puis là, je me suis dit, OK, je ne vais pas pousser les recherches, je vais demander à une experte de m'aiguiller sur c'est quoi tous les autres bienfaits, parce que j'ai l'impression qu'on sous-estime même tout ce que ça apporte dans une famille. On sous-estime totalement ce que ça apporte, oui. C'est sûr que ça demande un petit moment au début d'apprivoisement, mais ça va être tellement regagné par tout le temps que les parents sauvent, c'est énorme. C'est pas juste un temps qu'on sauve au niveau de ces pratiques d'avoir les mains libres, par exemple, mais d'avoir un bébé qui est calme, qui est disponible, qui n'est pas surstimulé ou qui n'est pas stressé, ça fait un bébé qui pleure moins, ça fait un bébé qui s'adapte beaucoup mieux à n'importe quel changement de situation, changement d'horaire, changement d'environnement. On a un bébé qui peut toujours être en sécurité, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, qui peut toujours dormir s'il a besoin. On a vraiment donc une diminution de toutes les crises et difficultés de la vie quotidienne parce qu'on a cet outil-là qui nous suit partout puis qui fait que le bébé peut toujours être dans le meilleur environnement pour apprivoiser l'environnement extérieur. Le meilleur environnement étant d'être dans la proximité avec la personne qui en prend soin. Mm-hmm. Ce qui fait que, c'est pour ça, avec le temps, que le pot à pot est devenu un sujet presque indissociable. Parce on oublie que le portage s'est fait initialement, même sans toutes les couches de vêtements qu'on possédait. Là, puis ça, c'est une expérience sensorielle supplémentaire. Fait que est-ce que tu peux nous parler? Parce qu'on dirait que ce lien intime-là est difficile à percevoir. Qu'est-ce que ça apporte aux parents et aux bébés, cette expérience-là d'être si proche? Mm-hmm. Je vais commencer par le pot à pot. Le pot à pot, maintenant, on le connaît vraiment parce qu'on se le fait conseiller à l'hôpital, on se le fait parfois même imposer. Ça fait partie des procédures. Quand le bébé naît, s'il n'y a pas aucune urgence, c'est sûr qu'il va passer 1 heure, si possible 2, en contact peau à peau, non dérangé, sur la poitrine de maman. Puis, si maman n'est pas disponible, bien, ça va être sur la poitrine de papa. Ça devient de plus en plus établi, puis c'est très bien. Mais on le voit comme juste un moment à la naissance. On ne se fait pas conseiller de continuer à domicile, de continuer dans les jours, si on reste plusieurs jours à l'hôpital, de continuer le plus souvent possible, en fin de compte. Mais l'enfant, c'est vraiment l'endroit où il devient... on parle de 0 séparation. Si on le garde en peau à peau le plus souvent possible, on peut vivre une expérience de 0 séparation. Fait que la première empreinte qu'on donne à cet enfant-là, c'est pas une coupure, c'est une continuité avec sa vie intra-utérine. Parce que dans le ventre, il n'y a jamais froid, il n'y a jamais non plus de silence, puis il n'est jamais
en immobilité, le bébé. Il est toujours bercé par la respiration, la digestion, les mouvements de la mère, puis c'est tous ces bruits-là qu'il entend aussi, en plus d'entendre notre voix. Il perçoit déjà les odeurs dans le liquide amniotique. Il est jamais non plus, il ne peut jamais s'étendre les bras puis les jambes en étoile, là. Il est contenu. Il y a des limites corporelles qui l'empêchent de se déployer complètement. Alors ça, c'est très rassurant pour le bébé d'être contenu, d'avoir ce toucher-là. Il est toujours touché par l'utérus aussi, le bébé. Il n'est pas, c'est ça, il ne vit pas cette solitude-là ou cette séparation-là d'être toute seule dans un lit puis de ne pas être touché. Alors ça, il va falloir qu'il trouve tranquillement des nouveaux repères pour pouvoir rester stable, pas en situation de stress, toute seule dans son lit, mais ça prend une transition entre les deux. Fait qu'au départ, si on le prend, il naît, puis on le dépose moi j'appelle ça des petits bacs à lasagne là, dans les hôpitaux, dans les pouponnières, où est-ce qu'ils sont tous dans des petits cubicules transparents, là. Si on les dépose là-dedans tout de suite à la sortie de la naissance, c'est sûr que c'est un choc. Il n'y a plus de repère aucun, puis on sous-estime les effets du stress. Le stress, c'est bon si ça nous permet de nous adapter, mais il faut qu'après ça, il descende. Si on est plusieurs heures en stress, bien là, les hormones, ils font des ravages à plein de niveaux. Donc, le bébé qui est gardé en peau à peau, il est vraiment dans son état où il se dépose, puis il est dans l'état aussi où est-ce qu'il est compétent. Parce que si on a des points de repère, c'est la même chose pour nous, là. Si nous, en tant qu'adultes, on nous met dans une situation où on n'a plus aucun point de repère, on ne va pas se sentir compétent, capable de faire des choses. On est juste là en mode comme, OK, il faut que je trouve des repères, il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne je suis où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais on n'est pas dans la même disposition intérieure pour vraiment comme rentrer en relation avec quelqu'un. Quand tu es en stress, tu n'es pas en position de pouvoir vraiment être toi-même, puis rencontrer quelqu'un, puis être bien pour faire des liens, ni pour des apprentissages. Maintenant, c'est de plus en plus étudié aussi en éducation. Quand l'enfant n'est pas en attachement, en bonne relation avec son professeur, et puis qui est en stress à cause des conditions extérieures, l'environnement ou ce qu'il a vécu à la maison, peu importe, il ne peut pas apprendre, il n'est pas en mode apprentissage. Donc, c'est la même chose pour le bébé. Quand on le met sur le corps de son parent, là, c'est son environnement naturel et là, il est compétent parce que là, il y a tous les repères qu'il retrouve. Et là, il peut comme développer, comment est-ce que je vais bouger, comment est-ce que je suis capable de bouger ma tête. Là, il peut nous regarder dans les yeux et avoir un regard une très grande présence, puis vraiment connecté avec nous. Alors, c'est ça de laisser le bébé. Le plus souvent on le met en peau à peau, plus souvent on lui redonne un endroit où il se sent pleinement capable de découvrir le nouveau monde dans lequel il arrive, puis de faire diminuer le stress. Puis ce qui est magique, c'est que ça le fait pour le parent aussi. Dès qu'on met un bébé en peau à peau, là, même si l'accouchement a été traumatique des fois, là, puis là, le papa il a eu peur de perdre son bébé, puis sa femme, là, tu mets le bébé sur sa poitrine, puis là, tout le stress tombe. Tu sais. C'est le fait d'être en contact, une poitrine contre une autre poitrine, la peau avec la peau, c'est vraiment biologique, qu'est-ce qui se passe. Il y a une sécrétion d'hormones de cytocine qui est très grande, puis qui ne se passe pas qui se passe pas de la même façon si on a des vêtements. C'est là qu'on va aller en chercher le plus, en fin de compte. Donc, c'est vraiment comme un cadeau qu'on fait et pour le bébé et pour le parent. Parce que l'ocytocine, bien, ça vient contrebalancer le stress, donc ça fait tomber le stress, mais ça vient aider tous les systèmes du corps qui sont pour qu'on se déploie, pour que ça aille bien, pour qu'on se régénère, pour qu'on soit en santé. Donc, si ça fait ça pour le bébé et pour le parent, bien, c'est vraiment des moments de cadeau qu'on se donne. Mm-hmm. Puis le portage, bien, il vient comme poursuivre ça. Parce que là, plus le bébé grandit, plus les jours passent, plus on le découvre, plus on a envie de redevenir en activité tranquillement, là, plus on s'est reposé de la naissance, puis le bébé devient de plus en plus disponible aussi pour explorer l'environnement puis sa nouvelle vie. Et là, donc, on va vouloir se mettre plus en action, on va être plus verticalisé.
Et le portage va nous aider donc à avoir le bébé tout en contact, mais qu'on puisse être debout puis faire toutes sortes d'activités ensemble. Et pour répondre à ta question tout à l'heure du bienfait de cette proximité-là, c'est que le bébé, il nous donne énormément de signaux. C'est pas vrai hein, qu'un bébé, il peut juste se communiquer par les pleurs. C'est vraiment pas vrai. Il nous donne énormément de signaux au tout début de sa vie. Et ces signaux-là, mais il faut être proche pour les voir. S'il est à 1,5 m de nous, ben c'est pas loin, mais c'est déjà trop. On va voir certains signaux, mais on va les voir tard. Fait qu'on va pouvoir moins être dans cette communication-là subtile où on communie, on devient vraiment fusionné avec le bébé, on comprend ce qu'il a de besoin, puis on peut réagir rapidement, puis on peut aussi pas juste réagir dans le sens de pouvoir lui fournir ce dont il a besoin puis répondre à son besoin, mais aussi réagir dans le sens de j'ai vu à quoi tu t'intéresses, fait que donc je t'en parle. Par exemple, il regarde le toutou qui est juste à côté, puis là, on lui présente, puis on lui montre qu'on a compris à quoi il était en train de s'intéresser, ou éventuellement, on va pouvoir lui montrer qu'on a compris qu'il babille pour nommer quelque chose. Alors que si on n'était pas si proche, on n'aurait pas compris que c'était pas juste un babillage comme ça pour découvrir ma voix. C'est un babillage parce que je viens de voir le chat passer. J'essaie de dire chat, mais je ne peux pas dire chat encore. Mais là, quand maman dit « Ah, tu viens de voir le chat passer, hey, c'est beau un chat. » Puis là, on répète chat, chat. Mais là, l'enfant fait le lien entre son effort d'essayer de s'intéresser à l'objet, le mot qu'on a dit, puis là, le langage s'installe beaucoup plus rapidement. Pour tous les enfants, ce n'est pas une règle, mais de façon générale, on va beaucoup plus interagir au niveau langagier aussi avec les bébés quand on est proche et qu'on perçoit leurs signaux. Mais c'est vrai pour l'allaitement, c'est vrai pour les besoins d'élimination aussi. Quand on est proche, on perçoit plus rapidement que le bébé est inconfortable parce qu'il est en train ou a besoin de faire pipi caca. C'est ça, c'est toute cette magie-là de communication qui s'établit vraiment plus intensément quand on est en proximité. Puis, au niveau de la psychologie, ce qu'on découvre avec les études, c'est que ça se mesure ça avec l'attachement. En psychologie, on va séparer l'attachement que le parent a avec son enfant et l'enfant avec son parent en termes d'attachement sécurisant ou insécurisant. Et il y a plusieurs sortes d'attachements insécurisants. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste dans un petit pourcentage de la population, hein, parce qu'il y a au moins 40 de la population qui développe un attachement insécurisant. Donc, c'est presque la moitié de la population qui a ça. Et c'est les attachements sécurisants qui vont faire en sorte que l'enfant va avoir plus de facilité à l'école, plus de facilité dans la vie, dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, va avoir une meilleure santé à long terme, va avoir un meilleur revenu même que calculé. Ça a un impact énorme sur toute la vie. Et puis, quand on est dans cette proximité-là, au début, avec le pot à pot, avec le portage, on augmente les pourcentages d'avoir un attachement sécurisé énormément. Ce n'est pas juste une petite différence, c'est une énorme différence qui se produit à ce niveau-là. Fait que c'est ça qui se crée avec cette proximité-là. Là, je t'en ai dit pas mal longtemps. C'est magnifique, puis j'ai l'impression qu'en fait, ça... Une fois qu'on s'y intéresse, les bienfaits n'arrêtent plus. Parce que comme tu dis, là, je commençais à m'intéresser à l'hygiène naturelle de l'enfant. On a reçu une invitée à ce sujet-là. On va même en recevoir une autre pour parler de psychomotricité. Puis là, tu es comme, ah, ben ça me facilite la vie parce que si je suis en pot à pot, si je suis proche, je perçois ces signaux d'élimination, justement. Puis là, on dirait que, comme tu décris le portage, l'investissement d'effort initial, ça demande un effort parce qu'on a perdu cette connaissance-là. On ne se le transmet plus de génération en génération. Mais une fois qu'on a mis en place un système, nous, on le ressent dans d'autres aspects de notre vie parce qu'on n'a pas encore le bébé, mais on sent que tout devient, c'est comme un cercle vertueux, puis tout devient plus facile puis harmonieux, en fait. Parce qu'avant, c'est ça qu'on vivait. Tu sais, on était, mettons qu'on recule vraiment beaucoup, là, on était majoritaire, à moins que ce soit dans les pays froids, mais avant même l'immigration, c'était comme, on était tout nus, principalement. On touchait l'enfant, puis il n'y en avait pas de poussette. Oui, parce que chez nous, les Inuits, là, initialement, c'est le bébé est tout nu dans
la maoutie, puis la mère était nue sous son gros manteau aussi. Le bébé était en peau à peau dans la maoutie. Mais c'est le fun que tu parles d'harmonie parce que c'était une des phrases qu'on a mis sur le site web que le portage, c'est un outil d'harmonie familiale. On a tellement de stress aussi qu'en tant que parent, on veut bien faire avec nos bébés, puis quand ça ne se passe pas comme on veut, puis quand un bébé pleure, puis c'est tellement exigeant aussi, tu sais, du 24 heures sur 24 de disponibilité là, dans les premiers mois. C'est tellement exigeant. On est tellement souvent comme dépassé, épuisé par le rôle de parent que quand on a, un petit moment où le bébé s'endort aux anges sur nous, qui est tout calme, en plus, on l'a tout proche, c'est peut-être pas en peau à peau, mais on l'a collé sur nous, ben, on sécrète quand même de l'ocytocine, puis tout d'un coup, tout le poids des dernières heures, de la dernière nuit qu'on n'a pas dormi, il tombe. Puis ce petit moment-là de bonheur, il vient d'effacer tellement de difficultés, de souffrances que c'est pratiquement, là, qui fait qu'on peut repartir à zéro. Tu sais, c'est comme ça remet le compteur à zéro, puis on peut repartir pour une nouvelle journée, puis ça va mieux. Puis, en tout cas, moi, j'ai remarqué souvent dans mon expérience personnelle de me dire « Oh mon Dieu, si je n'avais pas eu de porte-bébé là, si je n'étais pas sortie dehors pour voir la lune à ce moment-ci, comment ce serait passé le reste de ma soirée puis ma journée de demain? Ça vient de tout changer, ma vie, juste parce que j'avais les mains libres, parce que je savais que je pouvais sortir facilement, que mon bébé n'aurait pas froid, parce que je me suis permis ce petit moment de détente-là parce que c'était facile, parce que j'avais mon bébé en portage. Puis c'est le commentaire que j'ai depuis des années qui fait que je continue ça. Les parents qui me disent « ça m'a tellement sauvé la vie ». Ils ne peuvent pas imaginer comment serait leur vie sans ce soutien-là. Tu sais. C'est ça qui est fascinant, comme tu dis, en 2002, il a fallu que tu creuses longtemps pour rassembler plein de ressources. Moi, de mon côté, en 2021, ce qui m'a éveillée à la beauté du portage, c'est Pinterest, parce qu'ils ont un super bon moteur de recherche que tu cliques sur une photo, ils t'en réfèrent d'autres. Puis moi, j'ai ressenti la même chose que toi. Il arrive un seuil où ça devient une évidence qu'on est fait pour faire ça. Puis moi, le niveau supérieur, c'était de voir non seulement des femmes qui transportaient leur enfant, mais des fois 2 ou 3, un en avant, un en arrière, puis l'autre. Puis après, l'autre niveau, c'est des femmes qui transportent des choses sur leur tête avec un bébé en avant, un bébé en arrière, un truc dans leurs mains, qui ont des belles postures, que c'est dans... C'est fort, hein? Là, j'ai vu ça, puis j'ai fait... Tu sais que moi, ma nouvelle idole, là, c'est plus genre une athlète olympique, là, c'est genre la maman ou le parent, parce qu'il y a aussi des personnes âgées qu'on voit avec les jeunes enfants, puis c'est tellement attendrissant, qui le fait, puis que c'est tout à fait normal. Tu sais que, comme tu as dit tantôt, ça, c'est un aspect qu'on peut regarder. Tu sais, c'est souvent, initialement, moi, je pensais que le portage, c'est pour du transport. Tu sais, c'est cette vision-là du parent qui a son bébé au soleil en été, puis qui l'amène, mais j'ai réalisé que c'était en fait un mode de vie. Avant, c'est ça, la vie quotidienne continuait. Tu sais, le bébé n'était pas une interruption absolue de la vie. Fait que, est-ce que tu peux nous parler de justement ce penchant-là qu'on est capable de porter et de faire toutes sortes de choses, toutes les choses que tu as été capable de faire en portage, c'est quoi? Moi, une des premières choses, c'était de jardiner avec mon bébé dans mon dos. C'était plus lourd, mais en même temps, je ne sais pas si tu as vu le film La Belle Verte. Dans ce film-là, il y a une extraterrestre qui descend sur Terre, puis elle a besoin d'avoir des moments pour se recharger parce qu'elle n'est pas capable de manger notre nourriture ici. Et puis, elle va dans les hôpitaux, puis elle va bercer des bébés, des nouveau-nés. Puis comme ça, quand elle est dans ce moment-là c'est pas du pot à pot, là, mais c'est d'avoir le bébé sur sa poitrine puis de le bercer, là, elle se recharge. Elle se recharge avec le bébé. Puis elle recharge le bébé, puis elle se recharge elle aussi. Mais c'était ça la vision que j'avais pendant que je faisais mon jardinage. C'était comme, ouais, c'est plus lourd pour mon corps physique d'être avec ma fourche en train d'arracher les mauvaises herbes puis de retourner la terre pendant que j'ai mon bébé dans le dos qui était très lourd. Mais ça me recharge parce que je suis là en contact avec mon bébé, parce qu'il y a un échange d'amour qui est là en même temps. Puis parce que mon bébé, il n'est pas en train de chigner assis à terre à demander que je vienne. Puis moi, je ne suis pas dans ce sentiment-là de culpabilité de faire mon jardin versus m'occuper de mon bébé puis de le faire arrêter de pleurer. Je fais juste comme, OK, tu as besoin d'être avec moi? Ben OK, tu es avec moi. Puis moi, j'ai besoin de faire mon jardin, fait que je fais mon jardin. Tu sais.
Mais moi, je l'ai beaucoup senti aussi comme une liberté totale que ça me donnait. Je voulais partir quelque part, ça me prenait 5 minutes. Je mettais mon bébé dans mon dos, je mettais une couche dans un sac avec une bouteille d'eau puis une collation, puis je partais parce que n'importe où il y avait besoin de boire, ben, j'allais l'allaiter. Puis j'avais pas besoin de... S'il fallait qu'il dorme, il allait dormir dans le porte-bébé. S'il fallait qu'on s'assoie pour faire un pique-nique, j'allais utiliser mon écharpe comme nappe, comme couverture pour le pique-nique. Ou comme table à langer. Là, je veux dire, je pouvais tout mettre mon écharpe en plusieurs épaisseurs, faire un petit coussin, déposer mon bébé là-dessus, puis le changer. C'était vraiment simple de partir n'importe où à l'aventure. Jamais je me sentais coincée chez nous pour dire, ben ça, là, c'est l'heure de la sieste, parce que je vais pouvoir y aller juste plus tard parce que de 1h à 3h30, mon bébé fait une sieste. Non, si moi j'ai envie de sortir, mon bébé, il va faire la sieste avec moi, peu importe où je vais être, puis il ne sera jamais en santé. Parce que quand on essaye de faire dormir un bébé pour faire une sieste dans un environnement qui n'est pas chez nous, que ce n'est pas la même petite routine de dodo, mais qu'on veut le déposer dans un lit là, pour qu'il fasse sa sieste, la majorité des parents vont être d'accord avec moi, c'est impossible. C'est comme, tu vas te battre, tu vas devenir fâché, le bébé va brailler sa vie. C'est vraiment difficile. Fait que je comprends les mamans qui disent, ben moi, de 1h à 3h30, je reste chez nous, c'est l'heure de la sieste, là, puis après ça, on sortira. Mais moi, moi, j'ai eu mon premier, j'avais 20 ans. Fait que toutes mes amies n'avaient pas de bébé, j'étais jeune, puis je ne pouvais pas m'imaginer, moi, avoir ce rythme de vie-là, que je change tout mon rythme de vie pour mon enfant. Ça faisait beaucoup plus de sens de dire mon bébé va me suivre dans mon rythme de vie, parce que sinon, je serais morte là, je pense. Je serais déprimée complètement. mais je pense que c'est ça socialement qui est vécu. Tu sais, moi, de l'extérieur, avant de considérer avoir des enfants, l'image que j'avais d'être parent, c'est l'image des films où l'enfant n'est pas juste une interruption, c'est comme amène le chaos dans la vie. Puis cette image-là qui était tu sais, la mère, tu sais, je pense que ça se parle beaucoup ces temps-ci, c'est cette image-là de la mère à bout, mais qui ternit aussi la possibilité que ça peut être mieux. Tu sais, comme quand tu dis qu'il faut questionner les choses, moi, une des choses que j'ai commencé à questionner, c'est la prémisse qu'être parent, c'est souffrant, que le bébé est un chaos absolu, et nécessairement, que comme tu dis, pleurer, c'est les signaux ultimes, puis c'est normal qu'un bébé pleure tout le temps. Puis j'étais là, mais ça se peut pas, tu sais, comme on ne peut pas être destiné par la nature à vivre 9 mois de grossesse pénible, parce que dans les films, la grossesse a l'air aussi quelque chose de pénible. L'accouchement est terrorisant, puis on dirait que c'est un accident d'auto. Puis j'étais là, la nature ne peut pas te faire vivre ça. Tu sais, peut pas que la chose dont tu es destiné dans le monde, qui est d'élever une famille, ce soit empreinte de souffrance du début à la fin. J'étais là, ça se peut pas. Très d'accord avec toi. Il y a des choses qu'on a mal compris puis qu'on fait à l'envers pour se ramasser dans ces situations-là. Tout à fait. Il y a des affaires dans notre société qui sont détraquées, qui font qu'on se retrouve que ça devient plus souffrant qu'autrement. Puis une des choses, tu sais, le dicton qui dit ça prend tout un village pour élever un enfant, là. Mais ça, c'est une des choses essentielles. L'humanité a évolué en tribus, puis on a toujours eu une tribu autour de nous avec tellement de proximité que les bébés, ils réagissaient pas. C'était tout le monde, c'était comme tous les parents de ce bébé-là. Tu sais, tout le monde était là pour ce bébé-là. Fait qu'on ne vivait pas ça, ces épuisements-là, parce qu'on est juste 2 parents si on est chanceux, puis sinon monoparental, toute seule avec un bébé 24 heures sur 24. Ça, c'est invivable. C'est une des premières sources de souffrance et de difficultés dans la vie de parents. Là. C'est vraiment ça. Hein? Je pense qu'il faut comme reconnaître qu'il y a une souffrance qui est présente. Là, ce n'est pas de l'éloigner. Comme tu dis, c'est 40 %. Quand tu parles d'attachement insécurisant, c'est le parent qui va se sentir en détresse ou c'est le lien parent-enfant, en fait? Non, l'attachement insécurisant, on le mesure chez l'enfant. Sauf que c'est un type d'attachement en psychologie là, qu'on peut voir perdurer pour toute la vie. Alors, l'enfant qui a développé un type d'attachement insécurisant, bien, quand il va être rendu à faire ses relations d'amitié à l'école, ses relations avec ses professeurs, ses relations en amour, ses relations d'affaires, tout ça, ça va être avec un type d'attachement insécurisant qui va être moins efficace pour des relations long terme et harmonieuses. Mm-hmm. On le garde, ce type d'attachement-là, à moins de vraiment faire un travail sur soi, soit en psychologie, soit autrement,
pour changer notre mode de fonctionnement, d'entrer en relation avec les autres. Mais la majorité des adultes vont garder ce même type d'attachement-là depuis l'enfance jusqu'à la fin de leur vie. Mm-hmm. Ce qui m'a fascinée, je ne sais pas si ça, c'est une perception à laquelle tu es souvent exposée. Quand j'ai commencé à lire justement sur l'enfance d'un point de vue anthropologique, dans des sociétés non industrialisées, il y a un peu la vision qu'il ne faut pas idolâtrer comme la vie de chasseur-cueilleur ou l'homme préhistorique parce qu'il vivait une vie de misère, mais tu lis des ouvrages anthropologiques, il y a des choses que c'était pas nécessairement enchanteur, mais il y a d'autres choses que les enfants avaient une belle enfance, puis il y avait de l'amour, puis il y avait du soin. Puis les enfants, comme c'est ça, quand tu lis, l'enfant pleure presque jamais, ou le fait qu'il décrivait que si l'enfant pleurait, tout de suite, quelqu'un dans la communauté, comme ça, dans la tribu, allait à son chevet, puis s'en occupait pour ne pas le laisser pleurer. Puis j'ai fait, pourquoi est-ce qu'on a cette perception-là qu'il faut enseigner l'indépendance et l'autonomie à un enfant? Qu'il faut le laisser pleurer. J'ai l'impression que cette perception-là, qu'il faut le cry it out. Là. Fait, est-ce que tu sais d'où qu'elle vient cette approche-là de dire qu'il faut enseigner à un bébé d'être autonome? Ben, je ne voudrais pas dire une réponse unique, là, mais c'est sûr que ça a un lien avec l'industrialisation. Le moment où on avait besoin que les femmes aillent travailler à l'usine, puis qu'il y a eu une période où est-ce que je lisais surtout sur l'histoire en France, là, où est-ce qu'on laissait les enfants très, très jeunes, sans personne pour s'en occuper dans les milieux pauvres, là, les milieux ouvriers. C'était quand même assez jeune qu'on laissait les enfants comme ça entre frères et sœurs, puis qu'on avait besoin d'aller à l'usine, puis il fallait que le bébé soit capable de ne pas avoir besoin de boire pendant longtemps, puis qu'il soit habitué là, à moins demander parce qu'on n'avait pas le choix. Dans la pauvreté, il n'y avait pas d'autre façon de faire. Et ça, c'est sûrement quelque chose qui a contribué. Il y a aussi eu un mouvement où est-ce le chien de Pavlov, là, avec la petite cloche, là, où est-ce qu'on disait c'est un conditionnement, ça. Donc, on peut conditionner le bébé si on ne répond pas trop vite, puis si on le laisse pleurer, mais on va le conditionner à ce qu'il n'y ait pas besoin autant, puis qu'on ne soit pas l'esclave de ce bébé-là. Tu sais. Et que ça fait des centaines d'années quand même, en 1800, 1700, tu lis les premiers experts qui se sont mis à dire aux femmes comment éduquer leur bébé, comment faire. Ils commençaient déjà à dire qu'on les berçait trop, de ne pas les prendre, de ne pas les embrasser, de diminuer ce côté affectif-là naturel qu'on a avec un enfant. Mais ça, là, je parle dans la société occidentale. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est dur de dire pourquoi c'était comme ça, mais ça a vraiment fait partie de notre éducation. Puis des casseuses de bébés, là, moi, je rencontre encore des gens de 30 ans, 35 ans qui me disent « Moi, j'ai eu ça quand j'étais bébé. Je me suis fait envoyer chez la casseuse de bébé. » La femme qui prenait l'enfant les premières semaines après la naissance, puis qui s'assurait de le laisser pleurer, puis de ne pas trop le bercer, puis de laisser la maman se reposer. Puis elle lui redonnait l'enfant plus tard quand il ne pleurait plus. Parce que l'enfant, quand il pleure puis qu'il ne reçoit jamais de réponse à sa demande, ben, il arrête. À un moment donné, il sait qu'il n'y aura pas de réponse. Ça fonctionne vraiment. Là. Tu peux vraiment casser un bébé, faire qu'il apprend que ça ne sert à rien de pleurer, que ce n'est pas comme ça qu'il va avoir ce qu'il a besoin. Fait que, effectivement, il arrête d'utiliser le pleur pour nommer ses besoins. Mais j'imagine qu'il y a des répercussions à ça parce que est-ce que ça le désensibilise de ses propres signaux? Tu sais, parce qu'il y a aussi ça, si on ne se sent pas écouté, on se met à questionner nos propres signaux et émotions. Là. C'est sûr. le sentiment d'impuissance qui s'imprime dans un être, comme OK, ben ça ne sert à rien que je fasse quelque chose. Ça va arriver quand ça va arriver le lait. Quand ça va faire 3 heures sur l'horloge, ben là, je vais me faire nourrir. Puis, d'enlever notre pouvoir personnel, de changer quelque chose dans notre vie, là. Il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas cette confiance-là, qui peuvent faire une différence dans le monde, que ce qu'ils vont décider, puis choisir, puis faire va vraiment avoir un impact. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ont passé par cette séparation-là à la naissance avec leurs parents, puis de cette désensibilisation-là de leurs besoins, puis de cette
réaction-là. J'exprime un besoin, puis il y a une réponse là, de cette interaction-là qui, normalement, devrait être là à la naissance. Là. Mais pas à la naissance, dans la vie, là. Au début de notre vie, ça veut dire. Moi, c'est ce que je trouve fascinant en faisant des recherches pour me préparer à l'arrivée du bébé. Un autre truc qu'on a regardé, c'était sur le cododo, dormir avec son enfant. Puis encore une fois, je ne suis pas arrivée sur ce sujet-là parce que je me disais, je veux des livres de parents sur comment dormir avec son enfant. C'est parce que je faisais un article sur dormir au sol. On dort sur un mince futon japonais. Puis en faisant les recherches, j'ai réalisé que les ouvrages anthropologiques sont unanimes. Là. L'humain dormait en groupe. C'est comme les premiers lits de feuillage, il y a 200 000 ans, étaient d'une taille où ils assument qu'il y avait plusieurs personnes sur la surface. Puis ils dormaient dans des environnements. On a même reçu un expert au podcast de l'évolution du sommeil où il parle que le sommeil est social, puis c'est les autres qui sont la plus grande protection face à l'extérieur. Il y a le feu, mais avant même le feu, c'était le fait qu'on était là les uns pour les autres, puis qu'on ne dormait pas nécessairement tous aux mêmes heures. Fait qu'encore une fois, le mythe qu'il faut dormir 8 heures non-stop dans tout le même time frame, lui, il disait que c'est une illusion parce qu'avant, on se protégeait en étant tout le temps une personne éveillée. Fait que cette conception-là que le sommeil n'est pas juste familial, mais social, j'ai fait « Ah, mais ça fait du sens après de dormir avec mon enfant. » Puis c'est là que le lit moderne devient quelque chose d'alien. Tu sais, t'es comme, on en est rendu là. Puis là, je lis un livre sur le co-sleeping par James McKenna, qui est, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais, je l'ai déjà vu en conférence, il est très intéressant. Ah, il est fascinant, tu sais, qui a dédié sa vie à ça. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi il devait justifier que c'était sécuritaire et naturel de dormir avec son enfant. Puis il passe la première partie du livre à déconstruire les craintes. Puis je suis comme, ah, c'est bien bizarre, pourquoi ça... C'est tellement une évidence, comme tu dis, tu sais, puis intuitivement. Puis carrément, à une époque, c'était, ben, ça l'est encore même déconseillé. Puis il y a des pubs qui ont été faites aux États-Unis que c'était comme laisser ton enfant dormir avec un couteau, dormir avec. J'étais comme, dans quel monde on vit? Fait que puis là, ben, c'est ça. Fait qu'il faut comme déconstruire tout ça, puis réapprendre des méthodes naturelles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui doivent venir vers toi aussi, qui intuitivement sentent que c'est bon, mais il y a des craintes sociales ou des perceptions qui... Ah, c'est clair. Oh, oui, il y a des familles qui viennent dans les ateliers de portage puis sont bien contentes de voir d'autres familles, et puis de faire comme OK, je ne suis pas toute seule, puis de se faire donner quelques petits outils de réponse des fois pour pouvoir mieux appréhender là, les critiques de ma tante, de grand-maman, et etc., là, qui leur disent qu'ils vont gâter leur bébé puis qu'ils vont les rendre dépendants. Mm-hmm. Et on a besoin de se faire dire ça par des gens qui ont passé par là puis qui les ont portés leur bébé pour se faire rassurer que, ben non, en fait, mon bébé, il était bien plus indépendant. Celui que j'ai porté était bien plus indépendant que les autres. Ou quand je comparais avec les autres enfants de mes amis, le mien était bien plus en confiance parce que, dans le fond, son réservoir de sécurité a tellement bien été rempli au tout début qu'après ça, c'est naturel pour l'enfant d'aller découvrir le monde, là, c'est ce qu'il veut faire. Donc, dès qu'il se sent en sécurité, ben, il va découvrir énormément. Puis, plus qu'on essaye de rendre l'enfant, de forcer cette autonomie-là au début, et plus l'enfant il est toujours méfiant parce qu'il se fait pousser trop vite à aller vers l'extérieur. Et là, ben, c'est ça, ça prend plus de temps avant qu'il dégèle, comme on dit, puis qu'il aille voir les nouvelles personnes dans un party de famille ou qu'il aille explorer les nouveaux environnements. Alors que les enfants qu'on arrive dans le party de famille, dans le porte-bébé, puis qui ont le temps de tout observer d'un point de vue vraiment en sécurité sur le parent, eh bien là, après une demi-heure, je veux sortir puis aller partout, là. Puis il n'y a plus de problème pour le reste de la soirée. Tu sais. Mm-hmm. On a besoin de se faire dire ça, que c'est pas vrai. On ne portera pas nos bébés jusqu'à 18 ans. Inquiétez-vous pas. Qui peuvent en sortir du porte-bébé, ils vont le faire. Quand vous voyez des gens qui portent des enfants de 2, 3, 4, 5, 6 ans, c'est pas c'est des petits moments comme cadeaux qui arrivent parce que là, l'enfant est un peu malade, est un peu fatigué ou c'est juste pour le temps d'un câlin, puis on va le porter 5 minutes, puis ça va avoir rempli sa batterie, puis il va repartir. Là. C'est pas du tout la même chose que les premiers mois de vie où là, on peut porter plusieurs heures par jour. Là. C'est pas vrai. Puis les enfants, ils veulent pas ça non plus. Plus qu'ils veulent. On a reçu une invitée récemment, Julie Fiatro, on parlait d'éducation par la nature puis du mouvement libre. Puis en parlant, on constatait comment c'est un drôle de paradoxe en ce moment socialement. On veut que les bébés deviennent autonomes et indépendants le plus rapidement possible.
Mais les statistiques sur l'enfance en ce moment, c'est que les enfants ont de moins en moins de liberté puis sont de plus en plus couvés et restreints dans leurs déplacements, dans leurs mouvements. Fait que c'est comme, on a comme inversé, on couvre plus à un âge où il a besoin d'être libre, puis on veut se détacher d'un bébé au moment où il a encore plus besoin de nous. Puis moi, tout, quand il y a des flips comme ça, puis qu'on voit ça, on est comme, c'est bizarre. Je trouve plus le sens. En tout cas, c'est pour ça que je suis contente de te parler pour déconstruire cet imaginaire-là qui est dans notre cerveau. C'est quoi interagir avec un enfant puis être parent. Mais... J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que quand on est vraiment à l'affût des signaux du bébé, parce qu'on est en proximité, en fait, c'est pas... Si on est proche de notre bébé, si on fait du pot à pot et on l'a en portage, on n'a même pas besoin de faire un effort. Les signaux sont là, puis on est à l'affût, on les voit, puis on répond instinctivement à ces signaux-là. Puis si on est dans cette communication-là intime qui s'établit, parce que la communication, ce n'est pas juste le langage, hein? C'est par le regard, mais c'est aussi par le corps. On le sent si le bébé devient stressé parce qu'il y a un chien qui vient de passer à côté puis ça lui a fait peur, mettons. On va le sentir dans son corps. Comme lui, il va nous sentir aussi. Si je parle au téléphone avec quelqu'un qui me met ses nerfs, il va le sentir puis il va réagir à ça aussi. Fait la communication, c'est beaucoup dans le non-verbal, puis c'est beaucoup dans juste la façon dont les corps réagissent ensemble. Et que quand on développe cette communication-là, vraiment très riche avec les enfants, bien, on est plus à même de se rendre compte de où il est rendu notre enfant, puis de voir que ses compétences augmentent, puis de voir, hey, il est peut-être rendu à ce que je le laisse faire telle chose par lui-même. Il aurait peut-être besoin de plus explorer, puis on va être moins, je crois, parce que c'est ma conviction à moi, on va être moins dans cet esprit-là d'être un papa ou une maman qui couvre trop son bébé, puis qui l'empêche de vivre des expériences parce qu'on va le connaître, cet enfant-là, on va le savoir que là, il est rendu là. Mm-hmm. C'est vraiment beau. On dirait que ça... Moi, une des choses qui me fait peur, c'est de me faire dire il va devenir dépendant affectif. Tu es contrôlante de vouloir le porter tout le temps. Parce que moi, je veux essayer de le porter aussi à la maison, là, justement, pour bouger autour. Puis, on a fait une vidéo comme humoristique sur le fait qu'on ne veut pas de poussette. Puis je pense que c'est juste, nous, c'est notre genre de juste dire, on va enlever l'item, comme ça, on ne sera pas tenté de l'utiliser, puis on teste, on expérimente. Nous, on y va par expérimentation. Puis, tu sais, de le porter souvent. Puis, moi, ma crainte, c'est le jugement des autres. J'ai l'impression qu'il y a comme, ça aussi, c'est une grosse pression comme parent, là, de se faire questionner sur ses choix. Puis, je me disais, OK, bien, d'un côté, je vais suivre mon intuition, mais je vais aussi essayer de voir est-ce qu'il y a des études aussi qui démontrent les bienfaits, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être convaincus ou rassurés quand la science va le démontrer. Fait qu'est-ce que, parce que ça fait 20 ans, là, plus que 20 ans que tu t'y intéresses, comment le domaine a évolué, justement, du moment où tu te grappillais à maintenant, qu'est-ce qu'on a comme ressources ou recherches à disposition? C'est encore un domaine vraiment où il y a besoin de recherche et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt financier de la part de personne les recherches en portage, fait que, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais quand même, dans les dernières années, il y a beaucoup c'est souvent des femmes qui l'ont vécu puis qui ont été convaincues du potentiel qu'il y a dans cette pratique-là, qui ont mis sur pied des nouvelles études, mais c'est souvent en lien avec l'attachement, parce que c'est vraiment, au point de vue de l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus reconnu et de plus en plus conscientisé à quel point c'est important de mettre tout ce qu'on peut faire pour que les attachements soient sécurisants, puis le portage devient vraiment un outil très efficace pour ça. Sinon, c'est au niveau de l'allaitement. Comment est-ce qu'on ça soutient l'allaitement? Ça aussi, là, comme l'allaitement aussi est reconnu comme quelque chose de crucial pour la santé des bébés, mais aussi des mères. On va essayer de trouver qu'est-ce qui favorise l'allaitement. Fait que ça, c'est les études qui ont été faites, sont plus à ce niveau-là, je te dirais. Mais sinon, dans le bassin d'information que les gens récoltent quand même, par exemple, moi, je travaille en collaboration avec plusieurs physiothérapeutes qui sont venus faire les formations, qui s'intéressent, qu'on partage de l'information. Puis, physiothérapeute, c'est une évidence là, quand ils reçoivent des parents qui viennent avec un bébé qui a une plagiocéphalie ou la tête plate, ils vont le conseiller de porter.
Alors, ça, on n'a pas besoin d'avoir une grosse étude pour savoir que des bébés qui vont être plus portés puis moins déposés dans toutes sortes de sièges vont avoir moins la tête plate puis qu'on peut faire de la, tu sais, dès qu'on voit les signes, qu'on peut faire de la prévention à ce niveau-là avant d'être rendu à faire porter un casque à l'enfant là, pour replacer sa tête. Mm-hmm. Et qu'il y a quand même, c'est ça, beaucoup d'informations qui vient de la communauté qui expérimente le portage, même si ce n'est pas des études randomisées super fiables là, comme on est habitué. Mm-hmm. Mais là, j'ai comme perdu ta question de départ. Ben, est-ce que savoir comment le domaine évoluait, tu sais, parce que j'ai senti justement que c'est un sujet d'avenir, là, j'ai l'impression que ça va se parler de plus en plus. Mais j'étais quand même surprise encore que ce soit pas... tu sais, quand quelque chose nous semble tellement intuitif et naturel, tu sais, que je vois plus, mettons, de poussettes que de portage. Oui. C'est pas intuitif et naturel dans notre société. En ce moment, oui. Ça a été trop perdu. Quand on regarde vraiment les gestes qu'on fait comme parents, là, il y en a qu'on réfléchit, mais il y en a énormément qui sont juste des gestes instinctifs. C'est ce qu'on a vu nos parents faire avec notre frère, notre soeur. C'est ce qu'ils nous ont fait à nous, puis qu'on a enregistré dans notre inconscient, puis qu'on ne se souvient pas d'avoir vu, mais qu'on a vécu. Au moment de l'enfance, on est comme une éponge, puis on absorbe directement dans l'inconscient tous les gestes qui vont nous permettre d'être un adulte accompli, puis de faire ce qu'on a besoin pour être un humain. T'sais. Fait que c'est ça qui ressort au moment où on est parent. C'est ces gestes-là qui vont revenir, puis on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Fait que comme on s'est fait donner une petite poussette quand on était enfant avec nos poupées, puis que si on n'en a pas reçu parce qu'on a reçu des camions parce qu'on était un garçon, bien, les petites filles, les voisines, nos cousines avaient des petites poussettes. C'est ça qui est là, c'est ça qui ressort comme une évidence. Fait que oui, comme tu l'as dit plus tôt, ça s'est vraiment perdu dans notre culture. Fait que pour moi, la majorité des parents qui viennent chercher, bien là, ça devient de plus en plus démocratisé. Mais si je recule, là, il y a 5-6 ans, là, la majorité des gens qui venaient faire une formation de monitrice de portage, c'était des femmes qui avaient voyagé puis qui avaient vu les femmes portées en Afrique, qui avaient vu les femmes portées en Amérique du Sud. C'était des femmes qui avaient une super bonne amie qui, elle, avait voyagé, qui, elle, portait, puis que là, elle leur a transmis. Mais il y avait toujours un lien comme ça parce que ça partait pas de zéro, tu sais. Alors là, de plus en plus, on a des accompagnantes à la naissance, des infirmières, des sages-femmes qui vont recommander le portage, même des médecins qui vont prêter des porte-bébés dans leur bureau pour dire « essaye ça ». Et là, ça change la donne. Là, on peut avoir des parents qui n'ont pas eu de contact avec l'étranger, qui s'intéressent à ça parce qu'ils se le font offrir dès le début. Mais si on ne se le fait pas offrir, il y a tellement d'adaptations quand on devient parent. On a tellement de choses à apprendre puis à s'adapter qu'on n'a comme pas le temps d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Si c'est vraiment, ça n'a pas fait partie de notre environnement proche, on n'ira pas, puis on va prendre la poussette, puis on va se débrouiller avec ça. Là, puis tout simplement, comme tu dis, quand c'est empreint dans notre esprit, parce que c'est ça qu'on connaît, on ne le questionne même pas. Tu sais, avant, si je n'étais pas tombée dans le verre du mouvement, je n'avais pas commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là. Probablement qu'on aurait une poussette, tu sais, c'est comme avoir des chaises dans sa maison. Pour moi, maintenant, tu sais, nous, on vit au sol pour plein de raisons qu'on a beaucoup parlé, mais sinon, comme tout le monde, là, jusqu'à 30 ans, là, j'avais la même vie standard. Là, ma maison avait un divan puis une télé puis tout. Puis ça, puis à un moment donné, ça clique qu'on peut changer tout ce qu'on veut. C'est juste des normes, c'est juste des conventions. Puis dire pourquoi on en est rendu là, ça devient un travail fascinant. Mais sinon, on dirait que c'est un automatisme. C'est comme ça, tu sais, puis on ne se rend pas compte. Un peu comme quand tu parlais d'être rebelle, qu'on peut questionner puis faire « Hey, je peux agir autrement ». Puis il n'y a rien qui m'en empêche. Ça devient le fun. J'imagine que c'est ça que tu fais, en fait, avec toutes les dimensions de ta vie où, comme tu te mets à questionner, puis moi, je trouve ça amusant. Je pense que c'est pour ça que je connectais avec le terme. Là. Mais avec l'Institut, quand des parents viennent... Vous formez des monitrices, mais vous avez aussi des formations pour les parents, directement, c'est ça? En fait, on est le lien entre les monitrices et les parents. OK. Est-ce que les parents sont invités à venir trouver la monitrice qui est la plus près de chez eux par l'outil de recherche qui est sur le site Internet? Et on veut développer de plus en plus de matériel pédagogique qui aide les monitrices, les organismes communautaires à transmettre le portage aux parents.
Puis on va bientôt, à l'automne, offrir des services directement aux parents. Mais jusqu'à maintenant, on était là plus en soutien que le portage puisse se transmettre aux parents par les organismes communautaires puis par des monitrices, puis de faire le lien entre les deux. Ouais, mm-hmm. OK. Puis qu'est-ce qui fait au fil des ans que, tu sais, comment la formule s'est raffinée? Qu'est-ce qui fait que ça marche bien, que vous êtes, comment dire, que vous êtes capable de prendre un parent qui ne se connaît pas ou qui a beaucoup de crainte à un parent qui va l'adopter de manière confortable? Parce que je suis vraiment curieuse de comprendre comment on amène les gens à changer leur perception et leur comportement, surtout autour d'un univers comme l'enfance où la peur de scraper son bébé, si je peux le dire en bon québécois, est présente. Là, c'est une chose d'apprendre à jardiner, mais élever un enfant, on dirait que la pression est différente. Fait, qu'est-ce qui a été vos bons coups là, de bien accompagner un parent là-dedans? Bien, je pense que c'est simple comme l'accompagnement. Si on est juste avec une instruction de porte-bébé sur du papier ou on cherche sur YouTube, puis ça a l'air facile, mais moi, quand j'essaye, ça ne marche pas, bien, c'est là que c'est facile de lâcher, de se décourager. On a besoin, pour changer des pratiques parentales, d'imitation. On a besoin d'imiter. C'est ça. On a besoin de l'avoir vu. Alors, moi, une des choses que je dis aux gens qui disent, mais comment je peux faire pour que ça soit plus une évidence pour les parents que j'accompagne, tout ça, je mets des photos de portage partout, mets-en dans la salle de bain, mets-en dans le couloir, mets-en pour que ça rentre dans l'inconscient, pour qu'on en ait vu, puis qu'on puisse se dire, hey, moi aussi, tu sais. Augmenter le visuel, ça, c'est une chose. Puis sinon, c'est d'être là puis d'accompagner, de pouvoir montrer les gestes, puis que le parent puisse imiter ces gestes-là, puis puisse être rassuré, puis de donner de l'information de base sur, par exemple, comment est-ce qu'on peut reconnaître si la position de mon enfant est adéquate? Parce que, par exemple, là, il y a des groupes de plus en plus, les parents cherchent sur des groupes Facebook ou des réseaux en ligne. Et que la question qui revient le plus souvent sur le groupe Maman adepte du portage, c'est mon premier portage, est-ce que la position est bonne? Bien, moi, j'aime ça que tu saches toi-même si la position est bonne, tu sais, puis que quand tu vas être rendu chez toi, tu puisses le reconnaître rapidement. Fait que de redonner ces informations-là aux parents pour qu'ils soient capables de les reconnaître. Fait que, tu sais, je peux les nommer, hein? Je peux donner l'information qu'on a mis sur notre signet. Le truc, c'est A, B, C, D. Fait que A, c'est pour accroupi ou assis. Fait que le bébé, est-ce qu'il est dans une position verticale? On ne l'a pas couché. Est-ce qu'il est assis ou bien accroupi? Ça, c'est bon. Le B, c'est pour bisou. Donc, est-ce que je peux lui donner un bisou? Si je ne peux pas lui donner un bisou, il est trop bas, il n'est pas dans une bonne position. Le C, c'est pour câlin. Est-ce que je peux lui faire un câlin? Est-ce qu'il est tellement loin de moi que quand j'y fais un câlin, je le rapproche ou bien il est déjà assez proche pour recevoir un câlin? Donc ça, c'est un autre signe. Puis le D, il est très important, c'est pour découvert. Alors, est-ce que le visage il est découvert et les voies respiratoires sont dégagées? S'il y a assez d'espace entre le menton et la poitrine pour mettre au moins 2 doigts de parent entre le menton et la poitrine de l'enfant, il y a de l'espace pour que l'enfant respire bien. Puis s'il est mal placé, puis qu'on dit affaissé, il est trop en petite boule affaissé dans le fond d'une poche, là, il pourrait avoir le menton collé sur sa poitrine et que là, l'air a de la difficulté à passer. Et si on reconnaît ce A, B, C, D-là, ben, la position est bonne. Notre bébé, il est accroupi, il est à hauteur de bisou, il est assez proche pour recevoir un câlin, puis ses voies respiratoires sont dégagées parce que son visage est découvert, puis son menton n'est pas trop proche de sa poitrine. C'est ça qu'on fait dans un atelier de portage aussi. On permet aux parents de venir, que ça devienne une évidence, là, ces quatre points de repère-là, puis qu'on puisse répondre facilement. Ben oui, mon bébé, il est bien. T'sais. Puis répondre à des petites questions aussi simples que est-ce que je l'ai mis trop serré? Est-ce que ça pourrait couper sa circulation? Puis de se faire dire, ben, si tu es capable de passer facilement ta main entre le porte-bébé et ton bébé, puis d'aller glisser entre les deux, il n'y a pas de problème, tu n'as pas mis ça trop serré. C'est ça, de pouvoir juste être vraiment une présence là, qui a confiance en cette pratique-là, c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment ça, hein? Le maillon, la chaîne a été brisée, puis là, il faut nous-mêmes délibérément mettre les efforts pour ramener ça. Puis c'est vrai que d'un côté, quand je parle de mes idées qui ont l'air weird ou impossibles pour certaines personnes, il y a comme une curiosité quand même de dire vas-y, tu sais, si je le vois, je vais peut-être y croire. Fait que, tu sais, moi puis Vince, on se dit, on n'est pas des chercheurs, on ne va pas aller faire des études scientifiques pour prouver objectivement que c'est meilleur, mais on va tester des affaires, puis il y a des choses qui vont marcher, puis d'autres non, puis on se dit,
si on peut juste, tu sais, ça, montrer une nouvelle image de ce que c'est. En te parlant, je réalise à quel point d'avoir vu, comme tu dis, j'aime ton idée de mettre des images partout parce que moi, c'est ça mon Pinterest, c'est comme une place de ressourcement, tu sais, d'inspiration. Une autre, ben justement, une autre image que j'aurais jamais pensé voir, c'est les femmes qui portaient et qui allaitaient. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait, OK, là, pour moi, c'est un autre niveau de liberté. Puis ça, encore une fois, déconstruit cette vision-là qu'allaiter, c'est tout s'arrête, on s'assoit dans un gros divan rempli de coussins, tout seul ou on s'isole ou quoi que ce soit, puis là, notre vie s'arrête le temps que le bébé boive. Fait que, est-ce que c'est commun? Est-ce que les gens te demandent beaucoup comment faire? Est-ce que toi, tu l'as fait? Qu'est-ce qui a bien marché ou pas? C'est toutes des questions que j'avais pour toi. Oui, oui, c'est commun pour les femmes qui utilisent le portage. Et puis, il y a deux penchants il y a deux côtés de la médaille, je te dirais. Parce que on est dans une société qui nous met vraiment comme OK, t'accouches, là, mais il ne faut pas que ça paraisse, tu sais, comme tu peux quand même avoir une rencontre Zoom de travail 3 jours après, hein, ou tu peux aller magasiner une semaine après ou aller au festival d'été, même si tu as un bébé de 3 jours, c'est pas grave, ça. Il faut que tu reprennes ta vie comme si ça ne s'était pas passé. Et donc, d'allaiter, puis justement de s'isoler, puis de prendre du temps pour allaiter, ça devient comme problématique dans cette vouloir-là d'être productive puis d'être efficace. Et quand c'est ça qui nous mène à l'allaitement en portage, c'est problématique. Parce que là, on essaye d'allaiter des bébés en portage trop tôt. Ça ne se fait pas tout seul. C'est nous qui avons besoin, comme parents, d'être efficaces. Puis là, on veut allaiter en portage pour être ailleurs qu'avec notre bébé qui tète. Puis là, c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Parce qu'il y en est arrivé, malheureusement, là, les accidents en portage où est-ce qu'on perd un bébé sont très rares, mais la moitié des bébés chez qui c'est arrivé ça, c'était des allaitements en portage. Parce qu'on a mis les bébés, parce que encore là, c'est l'image, hein? On a l'image qu'allaiter, c'est mettre un bébé en madone, couché sur le côté. Donc, on couche le bébé dans le porte-bébé, puis on le cache. Hey, on est contente. En plus, on est discrète. Personne ne va nous dire qu'on allaite en public. Fait qu'on cache le bébé, puis là, on fait d'autres choses. On fait nos autres choses, puis là, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer au sein. Le bébé n'est pas dans une bonne position parce que tantôt, si vous vous rappelez, le A de mes critères de sécurité, c'était que le bébé soit assis ou accroupi. Alors là, on n'a pas un bébé dans une position sécuritaire au niveau de la respiration. Puis, en plus, il n'est pas visible. Fait qu'on ne peut pas s'en rendre compte de ce qui se passe. Fait que ça, c'est comme le danger de l'allaitement en portage. Puis c'est important qu'on en parle parce que si on essaye de porter un bébé trop tôt, pas de la bonne façon, ça n'arrive pas souvent, là. Ça va arriver comme parce que le bébé, il y a d'autres facteurs de risque en général. Puis c'est très, très rare. Je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais on ne veut pas jamais que ça arrive. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour juste que ça n'arrive jamais parce que ça peut être super sécuritaire, le portage, justement, si on garde nos bébés à vue puis qu'on ne les met pas en position couchée. Donc, pour aller... Excuse-moi. Puis aussi, le côté prendre le temps d'installer l'allaitement, c'est important aussi. T'sais. C'est des moments, ça passe tellement vite la vie avec un bébé qu'on va les regretter rapidement, nos petits moments tout seuls sur le divan en train d'allaiter. Fait qu'il faut aussi se donner cet espace-là au début, d'être relax, de se reposer pendant qu'on allaite, puis d'être juste en communion avec notre bébé, à le découvrir. Puis de faire en sorte que ça devienne une évidence, l'allaitement pour le bébé et la maman. Tu sais, qu'on n'ait plus besoin de se demander, as-tu bien pris le sein, puis comment je le place. Puis ça, il faut que ça soit déjà comme que l'allaitement, il soit une évidence et facile et automatique pour la maman et le bébé avant de se mettre à allaiter en portage. Et quand ça, c'est déjà établi, puis que le portage est déjà facile, évident, établi, mais là, les deux, ils se mettent ensemble presque tout seuls. Là, c'est vraiment facile de donner un petit peu de lousse dans notre porte-bébé, descendre le bébé à hauteur du sein, mais on le laisse assis accroupi, il reste dans cette position-là verticale. On le fait juste le baisser à hauteur du sein, il prend le sein, puis c'est vraiment, on n'a pas besoin de le cacher pour que ça soit discret. Puis effectivement, comme tu le dis, on peut continuer la vie sans que ça devienne comme une coupure.
moi, je l'ai vécu en prenant une marche, puis là, de me dire comme, ah, ben, j'ai pas besoin de m'asseoir par terre à l'automne dans les feuilles mouillées pour allaiter mon bébé. Je peux juste le garder dans le porte-bébé puis continuer ma marche tranquille, puis bébé tête, tu sais. Ou encore, on est en train de faire du magasinage, je suis en file pour la caisse, le bébé a besoin de boire là, puis sinon, je vais perdre ma place dans la file, il va falloir que j'aille m'isoler, puis mon magasinage va prendre 45 minutes de plus. Ben non, tu sais. Je peux juste l'allaiter pendant que je suis dans le fil, puis il n'y a pas de problème avec ça. Ou, ouais, c'est ça, en faisant même plein de choses. En fait, les femmes partout dans le monde font ça. Ils continuent leurs activités, leur travail quotidien, puis allaitent en même temps. Mais là, on parle de bébés, parce que dans les cultures traditionnelles aussi, il y avait vraiment un 40 jours de repos, de relevailles, que la maman, elle ne fait pas grand-chose d'autre qu'allaiter, puis de reposer son corps. Fait que, après ces 40 jours-là, l'allaitement il est bien installé, puis on passe à une autre étape. Le bébé est déjà un petit peu plus vieux. Mais bon, nous, on parle quand même de laisser un 3 mois, mettons, là, que le bébé tienne bien sa tête, avec beaucoup de tonus, avant que ça puisse être facile comme ça d'allaiter en portage. Mm-hmm. C'est vrai qu'à y repenser, c'est vrai que les images que j'ai vues, l'enfant, je pense que c'est même plus un. En tout cas, je sais pas. Entre quel âge et quel âge on devient un bébé versus on est un bébé versus un enfant? Y a-t-il une règle? Mais... Ouais, on parle de bambin à partir du moment qu'il marche en général. Là. OK, OK. Ouais. Fait que l'image que j'ai vue, c'était moins des jeunes bébés, c'était des enfants qui avaient un tonus puis une certaine autonomie, puis on dirait qu'ils se servaient. C'est comme si en fait, c'était là, puis ils buvaient quand ils voulaient. Puis moi, ce qui me fascinait, c'était le visage de la mère. Comme c'est tellement banal, que c'est comme, OK, une des photos qui m'a marquée, c'était une femme qui avait un âne avec justement une charge, puis elle marchait, puis elle avait une face complètement désengagée de genre, c'est tellement normal que j'ai pas besoin d'y penser. Puis je me disais, c'est beau qu'on est dans une phase où il faut montrer comment l'allaitement, c'est un beau moment précieux et grandiose. Puis en même temps, le contraste mais c'est aussi quelque chose de tellement banal et naturel, puis il ne faut pas que ce soit un événement, puis justement, on peut allaiter en public sans être gêné. Je me disais, ça, c'est un beau contraste de dire, il faut profiter des moments, puis il faut aussi que ça devienne presque banal, de dire, c'était là, c'est... Ouais. Je me souviens d'un atelier de portage que je donnais avec ma fille, puis j'étais en train d'enseigner, puis là, il y a une maman qui me demande de lui montrer comment faire du portage au dos, puis je lui dis, ben attends un peu, je vais laisser ma fille finir sa tétée, puis après ça, je vais te montrer, puis elle dit, je m'étais même pas rendu compte que tu étais en train d'allaiter. Ça devient, c'est ça, on peut continuer de faire des choses, puis ça paraît pas, ni pour les autres, ni pour nous, dans le fond, je continuais mon enseignement, puis mon enfant n'était pas du tout comme un entrave à mon activité du moment. Là. On pouvait le faire ensemble. Mm-hmm. Ah, c'est beau. C'est beau de voir aussi que la culture autour de l'allaitement change. Je pense qu'on vient une belle époque où on est en train de déconstruire des comportements qui ont été nourris par, mettons, l'allaitement. Je pense que le fait que l'industrie du lait s'est mélangée à ça, je pense que c'est ça qui a aussi créé une énorme confusion. Puis je suis reconnaissante d'être future maman à une époque où on a des ressources comme les vôtres, pour non seulement questionner la culture dans laquelle on est, mais aussi concrètement dans les moindres détails, parce qu'on dirait que tu couvres tout le spectre, tu couvres la culture du portage, les grands principes, les éléments clés, mais aussi un guide qui s'en vient, un guide pratique, en fait, que les gens peuvent déjà précommander, où tu rentres même dans le détail des porte-bébés, puis la technique. Voilà, on le monte à l'écran. Le petit manuel du portage. Oui, ça faisait des années que c'était dans ma tête, que j'espérais pouvoir un jour avoir un outil que je peux donner aux parents, puis que tout est là-dedans. Peu importe le porte-bébé que tu as trouvé, qu'on t'a donné, que souvent, quand on te donne un porte-bébé, des instructions n'ont pas suivi parce que c'était comme il y a 3 ans, pour mon premier bébé, j'ai acheté ça, puis là, je te le prête. Et que là, les parents se retrouvent avec YouTube, puis il y a tellement de choix, puis YouTube, c'est YouTube, tu sais, c'est pas toujours fait pour être éducatif. Puis on n'a pas toujours envie, en tout cas moi, comme maman, j'aimais ça pas être devant un écran avec mon bébé, tu sais, d'éviter les écrans, puis d'être toujours en train d'être obligée de mettre pause pour suivre les étapes. Fait que là, j'ai fait des pas à pas en photo,
où est-ce qu'on voit vraiment chaque étape, puis qu'on a le temps de les lire, de les comprendre, puis de suivre par les photos, puis de le laisser sur le coin de la table parce que finalement, on a arrêté, puis on avait besoin d'aller répondre à notre enfant, puis de cesser la pratique du portage, puis de revenir tantôt à l'étape 6 parce qu'on était rendu là. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi un outil de référence qui était vraiment nécessaire pour les organismes communautaires qui s'intéressent au portage, qui transmettent ça aux parents. Eux aussi, ils reçoivent beaucoup de matériel qui leur sont donnés. Et puis là, ils ont besoin d'avoir les instructions pour se souvenir comment chacun fonctionne pour le prêter aux parents. Fait que là-dedans, il y a toutes les techniques là, de base. Puis même les monitrices de portage, là, c'est l'outil maintenant de base qui va être offerte dans les formations. Maintenant, et là, parce que là, je leur donnais plein d'informations comme décousues en toutes sortes de documents, mais là, ça va être dans à la même place. Fait que dans le fond, là-dedans, j'ai mis l'information essentielle que je donne dans les ateliers de portage, puis je peux aller plus loin parce que c'est un livre, puis que ceux qui n'ont pas le temps, ils passent aux autres sections, puis ceux qui ont le temps et qui veulent en savoir plus sur l'importance de l'enroulement chez l'enfant, d'une bonne position, ils peuvent prendre le temps. Ils peuvent prendre le temps de le lire. Puis je pense que c'est important aussi de comme démystifier un peu les différentes sortes de porte-bébés, puis quelles expériences sont offertes avec chacun, puis un peu défricher le passage là, parce que c'est tellement difficile. Moi, je me sens chanceuse d'avoir appris à porter dans un moment où j'avais une seule option. Il y avait juste une écharpe de portage en tissu tissé. Puis c'est ça que j'avais, puis c'est avec ça que j'ai appris. Mais oui, ça m'a pris un moment d'apprendre à m'en servir, mais au moins, je ne me disais pas peut-être que je n'ai pas le bon porte-bébé. Peut-être que je devrais mieux essayer l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis essayer telle autre technique. J'avais une écharpe, puis genre 2 techniques, puis c'était tout, là. Puis je me suis débrouillée avec ça. Mais c'était beaucoup plus facile parce que le choix était restreint, tandis qu'aujourd'hui, les parents sont comme noyés dans tellement de possibilités. Puis là, est-ce que j'ai le bon? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Quelle technique je dois faire? Puis c'est insécurisant, ça, parce que là, on se dit, justement, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Je vais-tu scraper mon bébé? Est-ce que le tissu est bon? Est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans? Mais c'est fascinant, j'écoute ton histoire. Tu as commencé en disant hey, ça peut être tough pour un parent parce qu'il n'y a pas d'informations, il n'y a pas beaucoup d'options. Puis là, tu es 20 ans plus tard à faire un ouvrage pour démêler toute l'information et les produits commerciaux qui existent. En termes de quand le bébé grandit, puis que là, on tombe avec des trucs de portage où il y a des structures. Comme nous, on en a trouvé un dans une friperie qu'on trouve vraiment cool, mais il y a une question qui est émergée, c'est est-ce que ça va être bon pour l'enfant? Parce que je pense que c'est un âge plus vieux là, où on peut le mettre comme en backpack, dans le fond. C'est ça. Justement, un parent qui... Est-ce qu'il y a justement connais-tu des ressources qui offrent des principes similaires comme ton ABCD pour que le parent soit par lui-même capable d'évaluer si ça fait du sens ou pas comme item commercial? Parce que j'imagine qu'il y a des... Est-ce que les compagnies de porte-bébé doivent avoir des certifications pour assurer la sécurité ou il y a une zone grise où ils peuvent mettre sur le marché n'importe quoi? Au Canada, il y a une zone grise. On se fait dire de suivre les standards de l'ASTM, qui est l'organisme américain, mais ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire de la part des compagnies. Alors, c'est à nous, comme consommateurs, de vérifier si le porte-bébé est certifié, a passé les tests de la STM, alors qu'aux États-Unis, on ne peut pas vendre un porte-bébé qui ne passe pas ces standards-là. Puis quand on commande en ligne d'Asie puis tout ça, il y a beaucoup de compagnies qui n'ont aucun scrupule d'en avoir pas du tout de tests et de copier des modèles qui ont gagné la confiance, mais c'est qu'une copie, puis ils sont souvent pas du tout sécuritaires. Fait que, effectivement, il y a des normes, mais ils ne sont pas obligatoires pour la vente au Canada en ce moment. Puis pour les normes sur les porte-bébés de randonnée dont tu me parles, je ne suis pas au courant s'il y a un standard spécial de la STM pour ce type d'item-là. Je m'imagine que oui, là, mais je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais c'est important pour les parents de savoir quand on va utiliser un porte-bébé comme ça, c'est d'avoir un petit peu de notion sur la position pour l'enfant, qu'est-ce que ça implique. Si l'enfant a les jambes pendantes, qui est comme en position verticale, c'est beaucoup plus difficile de tenir sa tête, peu importe son âge.
mais il est beaucoup moins stable. Dans le fond, c'est ça. Il y a une position beaucoup moins stable. Plus il va être fort physiquement puis avoir un bon tonus parce qu'il est rendu grand, moins ça va être grave. Fait que si on va faire de la randonnée, là, puis là, on monte, on descend, puis il y a beaucoup de mouvements, même s'il est dans notre dos, il va bouger beaucoup, l'enfant, il va se pencher, tout ça, ça va être beaucoup de stimulation auquel il va falloir qu'il réagisse. Ou bien il est tout mou, puis il dort, puis il se fait balloter. Ou bien on n'aime pas ça, se faire balloter. Quand on est en voiture, puis que l'auto freine, on la retient, notre tête. Là. Si on est dans un manège à la ronde, puis on penche comme ça, on réagit de l'autre bord. Là, le bébé, c'est la même chose. Fait que ça va lui demander beaucoup d'efforts, puis il va se mettre en tension s'il y a de la misère à gérer ces stimulations-là. Donc là, le repère, moi, que je donne, c'est à partir du moment qu'il est capable de s'asseoir par lui-même, c'est-à-dire qu'on le met sur le ventre, puis il est capable par lui-même d'aller se mettre en position assise. Là, il y a un très bon tonus. On appelle ça maîtriser la position assise. En motricité libre, quand on regarde, justement, tu disais que tu allais avoir une entrevue avec quelqu'un en psychomotricité, bien, on parle de mettre toujours l'enfant dans une situation de compétence. Alors, tant qu'il ne maîtrise pas la position assise, on ne va pas le mettre en position assise parce que sinon, il va être en position d'insécurité. S'il tombe, ce ne sera pas une descente maîtrisée, puis il va avoir peur de tomber, fait qu'il va se mettre en tension, puis il n'y a pas une liberté de mouvement parce que là, on l'a déposé assis, puis il est comme jam, il est là jusqu'à temps qu'il tombe. Tu sais. On met toujours le bébé dans une position où il y a une liberté. Et donc, tant qu'il ne maîtrise pas la position assise, c'est qu'il n'y a pas un assez bon tonus pour vraiment que la position assise ne soit pas stressante pour lui si c'est du long terme ou beaucoup d'activité. Donc, dans ces porte-bébés-là, en général, ça va être une position assise ou les jambes pendantes puis le bébé est tout droit. Et au moins d'attendre que il soit capable de se mettre en position assise. Puis si on le met dans une position verticale tout droit, bien, il faudrait que le bébé soit rendu à être capable de gérer la position verticale puis de marcher. Là, il y a un super bon tonus, puis même si on l'amène en activité là-dedans puis qu'il se fait barouetter, ça ne sera pas grave, il y a le tonus pour le gérer. Si on le fait trop tôt, bien, ce n'est pas la fin du monde non plus. Puis si vous l'avez déjà fait plus tôt que ça, vous n'avez pas tué votre bébé. C'est pas grave, là. C'est juste qu'il faut le voir qu'on en demande plus à l'enfant, puis qu'on le met plus en situation de stress, puis qu'il va avoir plus de tensions qui vont découler de ça. Puis ces porte-bébés-là, de toute façon, ils disent en général, me semble, ceux qui vont le plus jeune, là, c'est à 9 mois. Je pense qu'il n'y en a pas pour plus jeune que ça. Mais il y a des parents qui essayent pareil parce qu'ils ont hâte d'aller en randonnée, puis le bébé a juste 4-5 mois, puis ils le mettent là-dedans. Mais j'ai eu des commentaires aussi de ces parents-là qui disent à la fin de la journée, mon bébé était comme la tête complètement sur le côté, puis j'ai vraiment eu peur de l'avoir blessée là, parce que, dans le fond, elle n'avait plus la force de tenir sa tête. Elle avait trop travaillé avec les mouvements, tout ça, fait qu'elle avait abandonné puis resté la tête sur le côté. Fait que c'est ça. C'est bon. De compétence du bébé, là. Fait que d'attendre vraiment le temps qui est recommandé sur votre porte-bébé, c'est une bonne chose pour ces porte-bébés-là de randonnée qui sont vraiment dans des situations exigeantes là, en termes de mouvement puis de. Fait que c'est ça, je me prépare mentalement à un enfant plus vieux, mais c'est vrai que sûrement mes questions, je vais y aller. Avec l'âge de l'enfant, je vais pousser mes recherches. C'est ça, avec la croissance. Puis là, c'est OK, comprendre le portage de manière générale. Puis là, les prochaines semaines, ça va être comprendre le portage d'un nouveau-né, tu sais, de peau à peau. Mais c'est un sujet qui me fascine, tu sais, l'impact des poussettes ou de certains types de sièges sur un enfant d'un certain âge, sur le développement physiologique, la compréhension spatiale. J'ai réalisé qu'il y a des objets du quotidien, que la vie quotidienne est designée pour des adultes. On regarde le monde de nos yeux à nous, puis on veut élever les enfants à notre hauteur au lieu de nous se rapprocher d'eux au sol, puis ça fait des objets incongrus, comme l'exemple du mobile pour enfants. J'ai vu un cartoon qui m'a vraiment fait rire, c'est le mobile pour enfants au-dessus du lit, puis c'est deux parents qui sont comme « Oh, il est tellement beau le mobile », puis c'est des animaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu, puis là, l'enfant, lui, ce qu'il voit d'en dessous, c'est des fesses, là, c'est les fesses des animaux. Puis on dirait que ce dessin-là me fait réaliser qu'on peut essayer de se mettre à la place de l'enfant ou du bébé dans plein de circonstances, puis voir est-ce que du point de vue du bébé ou de l'enfant, l'expérience sensorielle
puis biomécanique et nourrissante et appropriée, ou est-ce qu'on a mis l'enfant dans une position qui nous convient à nous comme adultes, sans se rendre compte de ce que l'enfant vit ou de ses besoins à un certain âge selon l'objet, tu sais. Fait que ça, c'est mon autre pan de recherche, on s'en reparlera. La seule chose que j'ai trouvée à date, c'est une mère qui a mis, non, c'est une chercheuse qui a mis des GoPro à des enfants pour voir ce qu'ils voyaient en poussette ou pas. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, mais je pense que ça peut être fascinant quand même. Voilà, je pense qu'on a déjà couvert beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, puis je te remercie grandement de ta présence et de ton écoute. Pour les gens qui veulent, dans le fond, notre intention aujourd'hui, c'était de présenter le portage comme une approche qui fait du sens et qui est bénéfique et de piquer la curiosité pour en savoir plus, puis vouloir l'essayer. On a mentionné le guide pratique qui va sortir, qui peut être commandé, en fait, qui est en impression. Qu'est-ce qui s'offre aux parents prochainement? Là, je sais que tu as d'autres choses à venir. Fait qu'est-ce que tu peux présenter, ce qu'un parent peut accéder? Oui, bien, en fait, on m'a invité à donner une conférence sur les bienfaits du pot à pot et du portage. En fait, ça s'appelle pratique de proximité, pot à pot et portage, des pratiques qui sont sous-estimées. Fait que vraiment d'aller chercher tout ce qu'il y a là-dedans puis qu'on sous-estime. Donc, ça s'adresse autant aux parents qui veulent en savoir plus, pourquoi on sous-estime le pot à pot puis le portage. Fait que là, je vais plus aller chercher les résultats d'études puis aussi vivre une expérience. La première expérience de portage que je suggère là, pour de sentir dans son corps qu'est-ce que ça peut apporter, puis la genre de communication dont on a parlé plus tôt. Alors, cette conférence-là va avoir lieu le 17 juin de 19h à 21h, puis elle est disponible en ligne. C'est 10 $ le billet. Donc, on peut le trouver sur la page Facebook de Porter la vie. Puis c'est en co-organisation avec Naissance Instinctive. Génial. Et tout au long de l'année, les parents peuvent trouver des monitrices puis suivre dans leur région des formations. Exactement. Il y a sur la page Facebook de l'Institut national du portage des enfants, on peut souvent voir les prochains ateliers qui ont été mis en ligne par nos monitrices dans différentes régions. Fait que quand elles pensent à nous mettre comme co-organisateurs, vous allez le voir sur notre page, mais sinon, l'outil de recherche fonctionne bien. Vous mettez votre code postal ou la ville où vous habitez, puis vous allez trouver toutes les ressources près de chez vous. Fait que les monitrices indépendantes, mais des organismes communautaires, puis les boutiques qui vendent des porte-bébés puis qui ont sur place des personnes formées au portage, fait qu'ils peuvent vraiment conseiller puis donner des petits ateliers sur place. Fait que ça, c'est toujours actif. Puis à partir cet automne, on va faire le lancement d'un programme d'initiation au portage en ligne qui va être offert directement aux parents sur le site de l'INPI. Okay. Donc, il y a moyen de, si vous voulez vous garder informé de ça, vous allez sur accèsportage.com, puis vous pouvez nous laisser votre adresse courriel pour être informé de ce lancement-là. Sinon, ben, on a beaucoup d'informations qui circulent sur le fil d'actualité de la page Facebook de l'Institut national du portage. On est sur Instagram aussi. Vous pouvez nous suivre par là. Si jamais des intervenants veulent parler à Janie pour des collaborations, des choses, c'est quoi la meilleure façon pour te rejoindre? C'est soit par courriel là, que vous pouvez trouver le lien sur le site de l'Institut national du portage ou encore par la page Facebook de l'Institut national du portage des enfants aussi, vous allez me trouver, ou le lien Facebook de la page Porter la vie qui est la page de mon école. Fait que, tous ces moyens sont bons. Bon, génial. Bien, merci encore pour ta présence, puis je vais suivre attentivement ce que vous faites. Sûrement, c'est sûr que j'achète le guide pratique. Parce que je suis prête. Là, j'ai fabriqué mon premier truc à anneaux. Anneaux, wow! J'ai trouvé des anneaux. C'était pas si facile de trouver des anneaux à portage. Oui, il y a un site en particulier, mais sinon, des détaillants de porte-bébé vont en avoir, là, des anneaux de portage. Oui. C'est là que j'ai trouvé des. Puis là. Fait que là, je vais me pratiquer avec un toutou, je pense, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai bébé, ou avec mes neveux et nièces. Meilleur qu'un toutou, là, ça n'a pas de jambes, mais un sac de patates ou un sac de riz. Okay. C'est important, c'est le poids pour te donner le feeling, pas les jambes du toutou. Pas juste la forme d'un toutou.
C'est bon. Fait que moi, je vais laisser attentivement parce que je trouve ça magnifique aussi, toute l'histoire des différents modèles, puis le textile. Pour moi, c'est une expérience en soi, choisir un porte-bébé. Là. Je pense qu'il y a des femmes qui doivent le vivre comme quelque chose, pas de spirituel, mais carrément, là, il y a un attachement à un objet qui est... C'est comme un peu un rite de passage aussi. Là, on se prépare à ce qui s'en vient, donc de créer comme l'outil dont on va avoir besoin à ce moment-là. Ouais, la préparation. Ouais. Fait que bref, je vais suivre ce que vous faites, puis si jamais il y a du nouveau de votre côté, des recherches qui émergent, des ateliers, n'hésitez pas à nous le communiquer, puis on va le partager avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée. Bye bye. Salut, moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra pour Radio Renard, mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Vous allez donc me voir ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Renard. Si jamais vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient vous aider. Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment un peu l'arrière-scène. Des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les patentes qu'on fait. Il y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, on a aussi une chaîne YouTube. Fait que peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des petites capsules un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, suivez-nous.